Jean-Daniel Lévy, d'abord, comment voyons-nous, puisque après tout, on va tous s'inclure là-dedans, comment voyons-nous, comment vivons-nous notre santé, puisque vous avez sondé les reins et les âmes, une fois de plus. Absolument, une grosse enquête. Plus de 7000 personnes que nous avons été amenées à interroger, et une enquête qui s'est terminée fin août dernier. Je vous laisse, vous restez en bonne santé, donc prenez le temps de dégager, peut-être amener un peu d'eau à Jean-Daniel, parce que c'est pas une situation très simple de commencer. Non, je vous en prie, ça fait partie de... Vous voyez, c'est ça, par exemple, prévenir. C'est prendre le temps de boire tranquillement, et puis ensuite de reprendre son exposé sur la façon dont vous disiez, une très grosse enquête, 7000 personnes. Absolument, 7000 personnes qui ont été interrogées, une enquête qui s'est terminée courant septembre, donc c'est une enquête assez récente, et donc on se base sur cet échantillon pour essayer de comprendre, déjà, est-ce que la question du capital santé, à laquelle vous faisiez référence, est une dimension importante. Et on va le voir s'afficher derrière vous. 98% des Français disent que oui, cet aspect de capital santé est un aspect qui, à leurs yeux, est important. Donc c'est pas une mise à distance. Oui. C'est pas un aspect qui va apparaître comme étant extérieur aux individus. C'est vraiment une dimension qui est une dimension profondément structurante. Alors, quand on a 98%, on ne va pas chercher à voir s'il y a des différences selon les catégories de population. Ça traverse toutes les catégories de population, les jeunes comme les personnes âgées, les catégories populaires comme les catégories supérieures, les ruraux comme les urbains, et même les personnes qui, aujourd'hui, sont en bonne santé et ne vont pas considérer qu'il s'agit d'un sujet qui serait annexe. Le deuxième aspect, et ça renvoie même à cette notion de capital santé, et même si les Français ne connaissent pas la définition telle qu'elle vient de nous être rappelée en référence à l'OMS, nous avons 76% des Français qui pensent en fait que leurs habitudes de vie a une incidence sur l'évolution de leur santé. C'est pas une situation qui est une situation externe. C'est pas un regard qui va amener à considérer qu'on va être passif. On est acteur de sa santé. Donc un capital important, des acteurs pour les 3/4 des Français qui ne vont pas extérioriser ou considérer, comme c'est souvent le cas en France, que ce n'est pas forcément de sa faute et que c'est la responsabilité des autres. Et puis le troisième aspect qu'on peut voir déjà à travers ce premier regard concernant notre enquête, c'est qu'il y a des points qui apparaissent comme étant absolument essentiels, qui caractérisent aujourd'hui ce que sont les problèmes en matière de santé. On va nous parler de la question du tabac, on va nous parler des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, on va nous parler également de l'alcool. Et là encore, on est sur des aspects où il y a une quasi-unanimité, d'une manière générale, de la part de la population française, où plus de 9 personnes sur 10 déclarent que, pour chacun de ces trois aspects, oui, ça a une incidence en matière de santé. Et puis, l'idée de se dire que, vu que ça a une incidence, vu que le capital est important, peut-être qu'on va faire quelque chose, et on le voit, ne pas fumer, ou en tout cas limiter sa consommation de tabac, manger 5 fruits et légumes par jour, ou ne pas boire d'alcool et limiter sa consommation. On peut le voir que c'est des points sur lesquels on a 2 tiers des Français, ou plus de 2 tiers des Français, qui déclarent qu'ils y pensent et ils y font attention. Il y a deux choses, être alerté du risque est une chose, c'est déjà un point très positif, on va le voir avec le professeur Chambaud après, mais dire je suis acteur, je change les choses, c'est une autre démarche. Oui, c'est ça, et on se pousse forcément un peu du col quand on dit ça, parce qu'on a envie d'avoir quand même bonne conscience, mais quoi qu'il en soit, cette démarche globale est perçue en fait de la part des individus. Encore une fois, vous l'avez indiqué tout à l'heure, encore une fois, on est sur des aspects où l'idée que soi-même on peut faire quelque chose, et que ça n'est pas lié uniquement à une dimension médicamenteuse, ressort très nettement dans le cadre de Donc je suis acteur, nous sommes acteurs de notre santé. Voilà ce qu'on retient et ce qui est très important de cette première partie. Vous allez revenir, comme je le disais, rythmer cette émission avec la façon dont les Français vivent tout ça. Laurent Chambaud, c'est une bonne nouvelle ? C'est nouveau. Enfin, vous voyez ? Alors, c'est deux questions. Oui, c'est ma spécialité. Si c'est une bonne nouvelle, oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, parce que je crois que c'est important de voir que une grande majorité des Français et des Françaises sont dans une optique d'élargissement de leur conception de la santé. Et donc ça, je crois que c'est un élément important. La définition de l'OMS a été rappelée. On voit quand même que dans le contexte de ce que vit notre pays, on est
plutôt très souvent amenés à considérer les soins que la santé de façon globale. Donc le fait que dans une enquête de ce type-là, une grande majorité des personnes répondent des éléments sur ce qu'on appelle les comportements de santé, je crois que c'est vraiment un élément important. Après, peut-être deux autres commentaires que je peux faire à ce stade-là. Vous avez parlé de capital tout à l'heure, et là, on voit que c'est beaucoup concentré sur ce que pourrait être un capital individuel, si tant est qu'un capital individuel dans le domaine de la santé existe vraiment. Et c'est donc, je pense, important de voir qu'en tout cas, il y a une attention très forte sur cet élément-là de préserver sa santé d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas non plus quand est-ce qu'a été fait ce sondage, parce que la crise que l'on vit depuis 1 an et demi... Après la crise. Quelques semaines, il vient d'être terminé. Quand je dis après la crise, pardon, la crise est encore en cours. Mais je pense que cette crise... Alors, quand vous dites est-ce que c'est nouveau, pour ça, il faudrait faire des enquêtes répétitives, mais peut-être que vous allez les faire pour voir les évolutions. Mais des organismes comme Santé publique France font quand même souvent alors, peut-être pas à cette échelle, mais font des enquêtes sur les aspects de connaissances et de comportement. Mais là, il me semble aussi qu'on est dans un moment très particulier où la santé est au centre de tout. Pour le bien et pour le mal, mais véritablement, on est quand même dans un moment qui est un moment qu'on n'a pas vécu jusqu'à présent. Et je pense que les éléments liés à comment préserver sa santé deviennent encore plus forts en ce moment. Et ça, c'est un point qui est très important. Peut-être dernier point aussi sur lequel je voulais venir, parce que, et vous l'avez montré dans les résultats de l'enquête, nous, on fait une distinction très forte entre connaissances et comportement. Les connaissances, on voit bien que dans le domaine de tout ce qui est les comportements de santé, ils sont en général passés depuis longtemps. Alors, peut-être pas de la même manière selon les couches sociales, mais c'est les éléments de connaissance. Vous avez cité les 5 fruits et légumes. Pratiquement tout le monde est capable de citer les 5 fruits et légumes. Après, je serais peut-être je prendrai avec plus de précaution le chiffre sur est-ce que véritablement ils mettent en place... Est-ce que vous agissez? Parce que, comme vous le dites, ils peuvent dire que oui, parce que c'est ce qu'on attend d'eux qui répondent. Mais je pense que le passage de la connaissance au comportement est probablement l'endroit le plus complexe, et au niveau individuel et au niveau collectif. C'est très intéressant parce qu'on a en tête un certain nombre de choses, et je voudrais vous montrer quelques images qui racontent finalement comment on passe de la connaissance au comportement. C'est quand la politique s'en mêle, par exemple. Mais la politique s'en mêle quand elle sent que nous sommes prêts. C'est pas Jean-Daniel Lévy qui dira le contraire. Donc je vais prendre l'exemple du tabac et je vais vous proposer un petit retour en arrière. Le tabac, c'est l'exemple où finalement le politique a agi de manière tonique sur les comportements, à la fois par le prix, qui est à 10 € aujourd'hui, et par l'interdiction, c'est la loi Evin, puis c'est la loi Bertrand sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Regardez. Amoureux d'une cigarette. Dans 10 jours, cette passion-là ne brûlera plus de tous ses feux. La fumée dans tous les lieux publics, terminée. Il ne sera plus exceptionnellement interdit de fumer, mais exceptionnellement permis d'allumer une cigarette. Dans les bistrots, restaurants, cafétérias et autres lieux de loisirs, pas question d'en griller une petite, sauf dans des espaces réservés et dûment signalés. Dans les entreprises, aux patrons d'organiser la cohabitation non-fumeurs-fumeurs et de mettre en place un plan d'aménagement des locaux pour protéger les réfractaires à la cigarette. Dans le métro, envoler les volutes bleues, même sur les quais, en attendant la prochaine rame. Lisez donc le journal. Dans les trains, portion congrue pour les amateurs, 2 voitures par TGV, 30% de places assises dans les autres, disparition des cendriers dans les bars. Sous peine d'amende, jusqu'à 600 francs, attention, seuls les officiers de police ou de gendarmerie peuvent dresser procès-verbal, sauf dans les transports en commun où les contrôleurs sont assermentés. Les gens qui fument dans les trains, je n'en ai même plus le souvenir. Vous voyez comme on efface rapidement, y compris dans nos mémoires, les comportements qui sont désormais des comportements interdits. Les Français tolèrent qu'on prenne des décisions à leur place ?
Jean-Daniel ou... Ok. Oui. Oui, enfin, Il le demande, finalement. Il y a une demande d'accompagnement. Un, ils râlent, et deux, ils s'y soumettent. Voilà. Donc, d'une Ouais. manière globale, il y a une forme de réaction initiale qui est interrogative ou critique, et qui, au final, lorsqu'elle est mise en place, est globalement assez respectée. Et comme vous l'avez indiqué, aujourd'hui, il apparaît comme étant absolument impossible de reproposer qu'on puisse fumer dans les trains, fumer dans Ouais, les c'est ça. cafés-restaurants, ou même dans les espaces de convivialité ou de travail. Donc, ce sont des mesures qui s'inscrivent dans une pression initiale d'opinion, avec une sensibilisation qui est effectuée et qui, par la suite, en fait que le politique, entre guillemets, sanctionne cette décision. On peut parler de cet aspect-là. On peut parler, par exemple, de tout ce qui a été mis en place concernant la sécurité routière ou Ouais. autre, où, au fur et à mesure, les Français continuent de râler. Oui. Mais, au final, ils s'y font. Ils sont Et plutôt favorables. parfois prennent le politique au collet. Hein. On se Absolument. souvient quand même des gilets jaunes sur les questions de voiture. Hein. David Giovannuzzi, juste d'un mot peut-être pour finir cette première partie. Est-ce que vos assurés vous demandent de l'accompagnement ? Est-ce que vous ressentez cette demande ? Alors oui, il le demande et on s'est organisé pour entendre la demande puisque la gouvernance du groupe, c'est à peu près 1000 administrateurs qui représentent les entreprises, les salariés, assurés, toute personne, les retraités. Et donc, ils expriment leurs demandes à cet endroit-là, mais aussi dans les interfaces que l'on a régulièrement avec nos assurés. Et puis, ce que je voudrais remarquer, c'est qu'ils attendent de notre part aussi que l'on devance un peu leurs besoins. Il y a il y a une vraie confiance dans notre capacité à agir, et donc ils attendent de notre part un peu que l'on devance tout ça. Oui. Alors, on va rentrer évidemment dans le concret et voir ce que vous avez mis sur la table ou ce que vous envisagez et puis ce qu'on pourrait faire, évidemment.